bonjour à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder l'étude de la formation du contrat de travail. Cette question va nous occuper pendant 3 séances successives puisque nous allons devoir évoquer les conditions de validité, c'est l'objet de cette première séance, puis les conditions de forme et enfin ce que l'on appelle les formalités d'embauche qui sont une question pratique essentielle. Donc tout d'abord, les conditions de validité du contrat de travail. Alors le plan de notre étude sera le suivant. Quelques petits rappels tout d'abord pour donc bien préciser le cadre juridique dans lequel on se trouve. Ensuite, nous verrons ces 3 conditions que fixe le Code civil, conditions qui sont relatives au consentement de ceux qui s'engagent, c'est-à-dire l'employeur et le salarié, conditions ensuite relatives à la capacité de l'employeur et du salarié toujours. Et enfin, dernière condition qui concerne le contenu du contrat. Donc, tout d'abord, quelques petits rappels. Ce sont des choses que vous connaissez, mais il est important quand même d'avoir à l'esprit que le contrat de travail est avant tout un contrat. Et comme tout contrat, il obéit évidemment à ce que l'on appelle le droit général des contrats, c'est-à-dire cet ensemble de dispositions qui sont communes à tous les contrats et qui figurent dans le Code civil. Et on parle d'ailleurs également de droit commun des contrats. Et ce droit commun des contrats prévoit pour la validité de tout contrat de travail, mais contrat de vente, contrat de bail, etc. 3 conditions de validité. Ce sont des conditions de fond et qui sont sanctionnées, qui sont très importantes donc, parce qu'elles sont sanctionnées par la nullité du contrat. Il faut préciser également, et vous le savez je suppose, que normalement la nullité est rétroactive. Lorsque des juges décident de prononcer l'annulation d'un contrat, eh bien celui-ci disparaît totalement. C'est-à-dire que la décision d'annulation va jouer pour l'avenir. Le contrat ne pourra plus produire aucun effet, mais cette décision va également jouer, va avoir un effet sur le passé. C'est-à-dire que les effets passés du contrat seront effacés. Le contrat va disparaître totalement. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'en cas d'annulation, les choses soient remises en l'état, c'est-à-dire dans l'état dans lequel elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat. Donc je prends un exemple simple, annulation d'un contrat de vente, eh bien le bien vendu dont la propriété avait été transférée à l'acheteur devra être restitué au vendeur. De même, le prix de vente payé par l'acheteur sera restitué à celui-ci. Donc on remet les choses en l'état et tout se passe comme si le contrat n'avait jamais existé. Ça, c'est la règle générale. Mais il y a, et c'est souvent le cas en droit, des exceptions, enfin une exception, et cette exception concerne les contrats à exécution successive. Or, le contrat de travail est bel et bien un contrat à exécution successive. C'est-à-dire que l'accomplissement des prestations que se doivent l'employeur et le salarié va s'échelonner dans le temps. Et lorsqu'un contrat est à exécution successive, la nullité ne peut pas être rétroactive. Je reprends le cas du contrat de travail. Alors ce n'est pas le seul contrat qui est à exécution successive, mais c'est celui qui nous intéresse aujourd'hui. Imaginons un contrat de travail qui est annulé. Cette nullité ne peut pas agir sur le passé parce que le salarié a bel et bien accompli la prestation de travail jusqu'au moment de l'annulation. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne peut absolument pas modifier. C'est un état de fait qui ne peut pas être changé. Donc, la nullité dans ces hypothèses de contrat à exécution successive ne va jouer que pour l'avenir. On ne pourra pas effacer les effets passés du contrat. Et donc, ça équivaut à une simple résiliation du contrat.
Ce qui veut dire, et là concrètement ça a des conséquences, ce qui veut dire que le salarié qui a accompli sa prestation de travail jusqu'au moment de l'annulation et qui a reçu en contrepartie une rémunération va garder les sommes en question. On ne va pas lui restituer puisque de toute façon la prestation de travail a été accomplie et ça ne peut pas changer. De même, les droits afférents, c'est-à-dire les droits qui se rapportent à cette rémunération qu'il a perçue, sont maintenus. Les cotisations sociales que l'employeur a versées pour le salarié ont produit des droits. Eh bien, ces droits seront maintenus parce que l'annulité n'est pas rétroactive. Donc, en matière de retraite, par exemple, s'il y a eu des cotisations jusqu'à l'annulation du contrat de travail, eh bien, ce sera pris en compte dans la carrière du salarié. Les bulletins de salaire qu'il a reçus seront conservés et le salarié, au moment où cette décision d'annulation est prise, ça va mettre un terme à sa relation de travail avec l'employeur, il doit pouvoir obtenir un certificat de travail. Donc voilà, ça c'est très important. Par exception à la règle habituelle de la rétroactivité de l'annulation d'un contrat, eh bien, pour le contrat de travail qui est un contrat à exécution successive, c'est seulement une résiliation, c'est-à-dire disparition du contrat pour l'avenir. Alors, venons-en maintenant à ces conditions de validité. Première condition qui est prévue par le Code civil concerne le consentement de ceux qui s'engagent, ce qu'on appelle les parties. Donc, le consentement de l'employeur et du salarié doit être réel et sans vice. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'il doit être donné de manière libre. On est dans un système juridique concernant les contrats qui repose sur le principe de la liberté contractuelle. Donc chacun doit donner librement son consentement. Et ce consentement doit exprimer la volonté véritable de chacun. Donc ça, c'est absolument fondamental. Et pour que justement le consentement qui a été donné exprime la volonté de chacun, eh bien, il faut que ce consentement ne soit pas affecté par ce que l'on appelle des vices du consentement, c'est-à-dire des défauts qui faussent justement le consentement des intéressés. Ces vices du consentement, vous le savez, sont au nombre de 3, l'erreur, le dol, la violence. Alors nous allons y revenir parce que même si ce sont des dispositions du droit général des contrats, eh bien, lorsqu'il s'agit du contrat de travail, eh bien, ça peut donner lieu à des applications particulières. L'erreur, tout d'abord. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il y a erreur lorsqu'une des parties au contrat s'est trompée. S'est trompée toute seule, c'est-à-dire qu'elle a fait de la situation une mauvaise appréciation. La personne s'est trompée, on peut se tromper, et ça peut donner lieu à l'annulation du contrat sur le contenu de ce contrat. C'est-à-dire, le contenu du contrat, nous en reparlerons tout à l'heure, c'est la prestation que se doivent les parties. Eh bien, si on s'est trompé sur les qualités essentielles de la prestation qu'on devait fournir, ou au contraire, de la prestation que l'on devait recevoir, eh bien, ça constitue une erreur qui peut donner lieu, ça n'est pas systématique, mais qui peut donner lieu à l'annulation du contrat. Contrat de vente, par exemple, je me suis trompée sur les qualités essentielles du bien que j'ai acheté, je peux invoquer l'erreur pour obtenir l'annulation du contrat. Mais il y a une deuxième hypothèse, et c'est celle-ci qui va nous intéresser essentiellement pour le contrat de travail, parce que des hypothèses d'erreur sur le contenu du contrat de travail, il y en a finalement assez peu. Ce qui est plus souvent invoqué, c'est l'erreur sur la personne du co-contractant. Le contrat de travail est en effet, ça nous l'avons évoqué dans une précédente séance, un contrat dans lequel ce qu'on appelle l'intuitus personae est essentiel. L'intuitus personae, c'est la considération de la personne et de ses qualités. Pour beaucoup de contrats,
la qualité de la personne avec qui on va s'engager n'a pas d'importance. J'achète un produit dans un magasin, bon, les qualités du commerçant m'importent peu finalement, et mes propres qualités sont sans importance aussi pour le commerçant. Mais pour certains contrats, on va déterminer son engagement en fonction justement de la personne avec qui on projette justement de s'engager. C'est bien le cas du contrat de travail. L'employeur qui recrute, qui fait paraître une offre d'emploi, va rechercher évidemment parmi tous les candidats qui vont se présenter, celui qui présente toutes les qualités ou les meilleures qualités pour occuper le poste qui est proposé. Donc l'employeur va s'intéresser évidemment à la qualification du salarié, il va s'intéresser à son expérience professionnelle, parfois c'est exigé, il va s'intéresser par exemple à son aptitude à travailler en groupe ou même à diriger une équipe, il va s'intéresser à la maîtrise d'une langue étrangère des candidats lorsque le poste exige justement de parler avec des interlocuteurs étrangers. Bref, le choix que va faire l'employeur dépend justement des qualités des candidats à l'embauche. Et s'il s'avère que l'employeur s'est trompé sur ces qualités essentielles d'un salarié qu'il a recruté, il pourra demander l'annulation du contrat de travail. Alors, l'erreur est-elle une cause de nullité du contrat? Oui, effectivement, elle peut l'être dès lors qu'elle a été déterminante. C'est-à-dire que si celui qui s'est trompé avait connu les éléments qui lui ont échappé, il n'aurait pas conclu le contrat. Donc dans cette hypothèse-là, l'erreur est une cause de nullité du contrat. Mais attention, une erreur même déterminante ne sera pas toujours admise comme une cause de nullité du contrat et ne permettra pas forcément d'obtenir l'annulation du contrat parce que les tribunaux considèrent parfois que certaines erreurs sont inexcusables. Et ces erreurs inexcusables sont celles qu'on aurait pu très facilement éviter en prenant quelques précautions élémentaires, en faisant quelques vérifications. Et donc, les juges apprécient au cas par cas, et s'ils constatent une erreur, même déterminante, eh bien, ils vont s'ils constatent une erreur, même déterminante, mais inexcusable, eh bien, ils refuseront d'annuler le contrat. Un exemple concernant le contrat de travail, c'est un exemple qu'on trouve absolument partout, qui est tiré d'une jurisprudence ancienne d'ailleurs maintenant. Une banque recrute un caissier. Elle ne demande pas d'extrait de casier judiciaire aux salariés qu'elle recrute, et elle apprend après l'embauche que le salarié a été condamné pour des faits d'escroquerie ou d'abus de confiance, enfin des faits de ce type, d'atteinte aux biens assez graves. La banque estime qu'elle a fait une erreur sur la personne qu'elle a embauchée et elle demande l'annulation du contrat de travail. L'erreur a été déterminante, ça, il n'y a pas de problème là-dessus. L'honnêteté est effectivement une qualité essentielle qui est requise pour occuper ce type de poste. Donc, l'erreur, le caractère déterminant de l'erreur n'a pas posé de problème. Mais ce qui a posé problème, c'est le fait que cette erreur aurait pu facilement être évitée. Comment ? Tout simplement en demandant, comme la loi le permet, aux candidats qui s'étaient présentés un extrait de casier judiciaire. Eh bien, les juges ont estimé que l'employeur avait été négligent et qu'il avait certes commis une erreur déterminante, mais que cette erreur était inexcusable. Et donc, l'annulation du contrat n'a pas été acceptée.
Le dol maintenant, deuxième vice du consentement. Alors, même chose, il faut définir, bien sûr. Il y a dol lorsque une partie utilise des manœuvres frauduleuses pour tromper le co-contractant et l'amener à conclure un contrat que celui-ci n'aurait pas conclu sans les manœuvres, ou pour l'amener à conclure un contrat dans des conditions différentes de celles qu'il aurait acceptées si justement il n'y avait pas eu les manœuvres frauduleuses. Alors, les manœuvres peuvent être de simples mensonges. Dans le cadre du contrat de travail, ça peut concerner, par exemple, justement, ce qu'on a évoqué tout à l'heure, l'employeur cherche à savoir si le candidat présente les meilleures garanties pour occuper le poste. Donc, on va l'interroger sur sa qualification. Si le salarié, enfin le candidat à l'embauche ment sur sa qualification pour obtenir le poste, ou s'il ment sur son expérience professionnelle, il a vu dans l'annonce qu'il y avait une expérience exigée d'au moins 5 ans, il prétend l'avoir, ça n'est pas le cas, on peut se retrouver dans l'hypothèse, c'est un élément constitutif du dol. Ça peut aller un petit peu plus loin parce que parfois les candidats vont jusqu'à présenter de faux documents à l'appui de leurs affirmations mensongères. Donc, je présente un faux diplôme ou une fausse attestation de réussite, parce que faux diplôme, c'est pas si facile que ça à faire, un faux certificat de travail. Là, on est véritablement en présence de manœuvres frauduleuses qui constituent un dol. Et puis, il y a une autre hypothèse qui est la dissimulation d'informations qui sont déterminantes et c'est ce qu'on appelle la réticence dolosive. Alors, en ce qui concerne le contrat de travail, ça trouve moins facilement à s'appliquer, mais on peut imaginer par exemple la situation d'un candidat à l'embauche pour un poste de chauffeur-livreur. Et ce candidat va dissimuler à l'employeur le fait que son permis a été provisoirement suspendu. Donc, il va se dire, mon permis, je le récupère dans un mois, donc je ne dis rien et je décroche le poste. C'est de la réticence dolosive. Et le dol est une cause de nullité du contrat lorsqu'il remplit 3 conditions. Lorsqu'il est intentionnel, il y a pour que le dol soit constitué, la volonté de tromper. Ça, c'est absolument essentiel. Donc, si je reprends mon exemple du candidat chauffeur-livreur qui ne dit pas que son permis a été suspendu, il dissimule cette information qu'il connaît intentionnellement, le caractère intentionnel est évident. Mais si en revanche ce même candidat ne dit pas que son permis a été suspendu parce qu'il ne le sait pas encore, parce que l'infraction vient de se produire ou parce qu'il a été jugé, enfin il y a une instance judiciaire qui est en cours mais il n'y a pas le résultat, donc il ne sait pas, le caractère intentionnel disparaît. Il faut que ça émane du co-contractant. Si ça émane d'un tiers, ça ne sera pas constitutif du dol. Et puis enfin, comme pour l'erreur, il faut que que ça ait été déterminant dans la décision qu'a prise le co-contractant de s'engager par contrat. Troisième hypothèse de vice du consentement, la violence. Je ne vais pas m'attarder. La violence, excusez-moi. La violence, c'est la contrainte qui peut être soit physique, soit morale. Contrainte physique, vous comprenez. Contrainte morale, c'est le chantage, ce sont des menaces. Dans ce cas-là, bien évidemment, le consentement n'est ni libre ni réel et c'est une cause de nullité du contrat. Ça trouve très peu à s'appliquer en droit du travail, vous vous en doutez. Voilà pour le consentement qui est la première conditions de validité des contrats en général et du contrat de travail en particulier. Deuxième condition, la capacité de ceux qui s'engagent. Pour qu'un contrat soit valablement formé, il faut que les parties, donc dans notre hypothèse, l'employeur et le salarié, soient capables juridiquement de s'engager ainsi par contrat. Alors qu'est-ce que c'est que cette capacité ? C'est l'aptitude, tout simplement, à être titulaire de droits
et non seulement à être titulaire de droits, mais à les exercer soi-même. Ça veut donc dire que l'employeur, personne physique, doit avoir la capacité civile pour conclure un contrat de travail. L'employeur, personne morale, est représenté par une personne physique, donc en principe, les représentants de personnes morales ont bien la capacité civile, ça c'est vérifié au moment de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Quant au salarié, qui est toujours une personne physique évidemment, eh bien, il doit lui aussi être capable d'exercer lui-même ses droits. Donc il doit être capable de s'engager par contrat. Or, il se trouve que cette capacité d'exercer ses droits est limitée par la loi du fait de l'âge des personnes ou du fait d'une altération de leurs facultés. Et ça va concerner ce qu'on appelle les incapables en droit, c'est un terme juridique, hein, les incapables qui peuvent être soit des majeurs, soit des mineurs. Donc, en ce qui concerne les majeurs, le majeur qui est sous curatelle peut très bien conclure un contrat de travail, ça ne pose pas de problème, mais avec l'assistance de son curateur, le tuteur doit représenter le majeur incapable pour la conclusion d'un contrat de travail. Et puis, comme vous le savez, le droit français autorise l'embauche de salariés mineurs à partir de 16 ans, donc. Et là, ça pose évidemment un problème de capacité. Alors, si le mineur est émancipé, aucune difficulté, il a la pleine capacité civile. Et donc, il peut s'engager par contrat exactement comme un majeur. Donc, pas de problème, il peut conclure seul un contrat de travail. En revanche, et c'est là qu'il y a des difficultés, le mineur non émancipé n'a pas la capacité civile, donc pas la capacité de s'engager seul par contrat. Il lui faut donc l'autorisation de son représentant légal. Représentant légal, c'est soit les parents, soit le tuteur lorsque les parents sont absents ou déchus de leurs droits parentaux. Alors en la matière, les juges font preuve d'une assez grande souplesse puisque ils admettent l'autorisation tacite du représentant légal. Ce qui veut dire que si il est établi, prouvé que des parents, par exemple, savaient que leur enfant mineur avait conclu un contrat de travail et qu'ils ne s'y étaient pas opposés, eh bien, c'est considéré comme une autorisation donnée à ce contrat de travail. Mais attention, beaucoup de mineurs qui travaillent sont embauchés dans le cadre d'un contrat d'apprentissage. Et dans ce cas particulier du contrat d'apprentissage, le Code du travail exige la signature de l'apprenti lui-même, ce qui est logique parce que c'est quand même le premier concerné, mais également de son représentant légal. En tout état de cause, quand un mineur est non émancipé, il faudra toujours préférer une autorisation expresse du représentant légal, en sachant que pour le contrat d'apprentissage, de toute façon, c'est obligatoire. Il nous reste à parler de la dernière condition de validité des contrats en général et du contrat de travail en particulier, qui concerne le contenu du contrat. Alors, une petite précision tout d'abord. Il y a eu, il y a peu de temps, une réforme du droit général des contrats. Cette réforme est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Et dans le cadre de cette réforme, les conditions de validité ont été modifiées. Et ont été supprimées deux conditions qui existaient auparavant et qui concernaient l'objet du contrat et la cause du contrat. Tout ça a disparu du Code civil. Et à la place est apparue une nouvelle condition de validité qui concerne le contenu du contrat. Qu'est-ce que le contenu du contrat? Je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est la prestation que se doivent les parties au contrat. Donc dans le cas du contrat de travail, le contenu du contrat concerne évidemment la prestation de travail qui est
salarié s'engage à accomplir, hein, avec notamment la durée du travail. Et puis, pour l'employeur, la prestation qu'il doit au salarié, c'est la contrepartie du travail fourni, c'est-à-dire une rémunération. Eh bien, ce contenu du contrat, nous allons le voir, doit répondre à certaines conditions. Alors tout d'abord, le Code civil précise que le contrat doit être licite. Licite, ça veut dire conforme à l'ordre public. Et le Code civil ajoute que le contrat ne doit pas être contraire à l'ordre public, ni dans son but, l'objectif qui a conduit les parties à s'engager, ni dans son contenu. Donc, alors, contenu, ça pose assez peu de problèmes. Il faut donc que les prestations qui sont prévues contractuellement soient conformes à l'ordre public, mais il faut aussi que le but du contrat de travail soit également licite. Juste un exemple. Alors, ça a été jugé il y a longtemps, mais ce serait tout à fait transposable aujourd'hui, malgré la réforme du droit des contrats. Si un contrat de travail était conclu uniquement pour permettre aux salariés de toucher ultérieurement, après la rupture de la relation contractuelle, des allocations chômage, eh bien, le but du contrat serait illicite. Donc, on est dans les conditions de validité, ça pourrait entraîner la nullité du contrat de travail. Voilà, donc, premier aspect, le contrat doit être licite, et dans son contenu et dans son but, deux choses donc différentes. Alors, par ailleurs, le Code civil ajoute que le contenu du contrat doit être certain, ce qui veut dire que la prestation qui a été prévue, ou les prestations, lorsqu'il y en a plusieurs, donc dans le cas du droit du travail, les prestations réciproques de l'employeur et du salarié doivent être possibles, ça pose peu de problèmes en pratique, mais elles doivent être également déterminées, ou, dit le Code civil, déterminables. Ce qui veut dire que les obligations réciproques de l'employeur et du salarié doivent être précisées, établies dès la conclusion du contrat. Et ça, ça nous amène évidemment, et c'est ce que nous ferons lors de la prochaine séance, à évoquer la forme que va prendre le contrat de travail. Voilà pour ces trois conditions de validité telles que les prévoit aujourd'hui le Code civil. Donc consentement, capacité et contenu du contrat, avec une sanction qui est sévère, qui est la nullité du contrat lorsque une des conditions n'est pas remplie. Mais attention, ne l'oubliez pas, nullité non rétroactive puisqu'il s'agit d'un contrat à exécution successive. Voilà, je vous remercie de votre attention, puis je vous donne rendez-vous très bientôt pour parler justement de la forme du contrat de travail.